Salut Charles, Salut Mathias. comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super. Est-ce que t'aurais pas des trucs à me recommander pour Halloween? Si, j'en ai quelques-uns sous la manche et toi t'en as? Ah ouais, j'en ai aussi. Viens, on fait ça. Allez, c'est parti. Il est 9h18, nous This is Halloween, this is Halloween. Pumpkin Street in the dead of night. This is Halloween, everybody make a sweet trick or treat till the neighbor's gonna die of fright. bienvenue dans mon cauchemar. Première reco pour cette séance de petites reco inspirées de faits réels, épisode spécial. C'est vrai que on fait pas trop, là on profite pour Halloween, mais on le fait pas trop comme ça. On sort pas trop de nos sentiers battus. On fait pas Non. trop de. On avait fait un épisode bonus pour souviens-toi l'été dernier, Ouais, c'était 2 il y et a un moment. 3, parce que ça nous avait fait rire. Mais c'est vrai qu'on fait pas trop d'épisodes bonus, donc là on profite d'Halloween pour vous faire une petite séance de recommandations, de trucs qu'on a aimés, qui vont pas être que des films. Il va y avoir tout plein de trucs. Donc je vais commencer si tu Ouais. si tu me Bien permets. sûr, c'est l'occasion Parce que- pour nous surtout de parler de films qui sont pas forcément inspirés de faits réels ou qui se réfèrent pas forcément Ouais. à des folklores. C'est vrai que la ligne de cette émission, d'habitude inspirée de faits réels, c'est de vous parler de ça, de vous faire découvrir des folklores qu'on a découvert nous en préparant les émissions, de vous parler de faits réels, de faits divers, de faits paranormaux, si on pouvait parler de faits paranormaux, ces deux choses vont Ouais. rarement bien ensemble. C'est antinomique un peu, non? Un petit peu souvent, ouais. Mais là, ouais, c'est l'occasion de parler de films, Et pas de que choses. film, hein, de- d'ailleurs, hein. Pas que de films d'ailleurs, bah tu vas nous le prouver d'ailleurs avec ta première recommandation qui n'est pas un film. Qui n'est pas un film. Et non, parce que tu le sais bien, Mathias, je suis pas du tout un YouTube guy. Faut savoir que quand je vais chez Mathias, il veut me montrer plein de trucs sur YouTube. Tiens, t'as vu ça? Et puis moi, ma réponse, à chaque fois, c'est non, parce que du coup, je vais très très peu sur YouTube et je suis très très peu de chaînes en fait. Je suis pas, j'ai pas pris ce pli-là. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler d'une chaîne YouTube. Donc gros changement pour moi. J'ai découvert en faisant des petites recherches sur un service qui s'appelle Shudder, qui n'existe malheureusement pas en France, et je cherchais désespérément des dates. Ça fait depuis 2017 qu'on dit que ça va arriver en France, c'est toujours pas arrivé. C'est une sorte de Netflix de l'horreur. Et en faisant des recherches sur Shudder, je suis tombé sur Crypt TV. Alors je connais pas du tout, je me renseigne, et là je vois que c'est fait par deux gars, un que je connaissais pas, et l'autre c'est Eli Ross. Et là je dis Eli Ross, le monsieur dans Inglourious Bastards, je sais pas si tu te souviens, il jouait Bien l'ours sûr. juif, si je dis pas de Exactement. bêtises. Et Donc, par ouais, ailleurs, j'aurais dit- réalisateur de films d'horreur aussi. Et voilà, et par ailleurs réalisateur de films d'horreur, et c'est là que je t'emmène, tu l'as bien senti, puisque Eli Ross avec un de ses potes, ils ont monté une espèce de boîte de prod, je sais même pas si de la prod ou juste de la diffusion. C'est une chaîne YouTube et une chaîne Facebook Watch. Alors là, domaine complètement inconnu pour moi. Je tombe là-dessus, je regarde un petit peu, je regarde quelques films et je vois du coup Eli Ross, oui, comme tu disais, film d'horreur. Bon, il a fait Hostel, c'est pas forcément mes trucs préférés, mais il a été impliqué dans la production et la réalisation de quelques films d'horreur, donc le bonhomme connaît son sujet. Et là, du coup, je tombe sur cette chaîne YouTube. Et je commence à regarder, et c'est que du court-métrage. C'est que du court-métrage et de la série de courts-métrages. Il y a rien qui dépasse les 16-17 minutes. J'ai pas trouvé de truc, en tout cas, qui dépasse les 16-17 minutes. Ça existe depuis 2017, même peut-être avant, peut-être même 2016. Et il y a des centaines, mais alors je dis centaines littéralement, hein, des centaines de courts-métrages d'horreur, des séries d'horreur, et donc du coup que des trucs que je connaissais pas. Je commence à regarder un petit peu, je tombe sur alors des trucs un peu rigolos, il y a un truc qui s'appelait Milk and Cookies, où il y avait un espèce de Père Noël monstrueux qui m'a fait penser à la creepypasta que j'avais raconté dans un épisode du BDM il y a un an de ça. Globalement dans l'esprit c'est très légendes urbaines, très creepypasta et très monstre. Ils aiment bien les monstres. Et du coup je commence à regarder, puis je vois pareil, un truc qui s'appelait Trouble Youth, où je vois une lycéenne qui dirige un espèce de monstre et tout, c'était assez cool. Je continue de regarder. One Please, avec Michael Berryman. Et je dis, waouh, Michael Berryman dans un petit court-métrage d'horreur et tout, c'est vachement chouette. C'est une histoire, vous allez voir une petite histoire de doigts et de marchand de glace. C'est assez délicieux en fait, c'est des petits bonbons à chaque fois. Je continue de regarder, puis je me rends compte que c'est un peu inégal quand même, pas se mentir. Oui, c'est le Je principe regardais de la série de l'anthologie, Shelley. C'est le principe Oui, de l'anthologie. voilà. On l'a vu Exactement. sur des films d'anthologie d'horreur, on l'a vu dans des séries d'anthologie, et là sur une chaîne YouTube, forcément, tout ne va pas être excellent. Ça fait Voilà, partie du jeu. Ça fait pas exactement, ça fait partie du jeu. C'est avant tout un truc qui est là pour faire émerger peut-être des talents dans le cinéma d'horreur en général et tout. Et je regarde la série Shelley, je regarde tous les épisodes, les 2 saisons, ça dure les 2 saisons à regarder, je pense que ça doit durer une demi-heure.
La série Shelley, tu dis? Shelley, ouais, c'est pas... C'est en rapport avec ça- Mary Shelley ou ça a rien à voir? Non, C'est... ça a c'est rien pas à un truc voir. sur Frankenstein, c'est autre chose. Ouais, non, je crois que c'est complètement autre chose. Mais c'est un peu pété niveau écriture. Les épisodes font 5-6 minutes. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils se retrouvent dans cette situation-là? Enfin, il y a des petites incohérences à droite à gauche. En revanche, je regarde The Look-See. Je sais pas si ça a une traduction. Regardez voir. Et là, ouais. Petite série au centre, en fait, un monstre qui va à chaque fois tuer quelqu'un. C'est très très chouette. Le monstre est super chelou, il fait super peur. C'est bien rythmé, c'est bien mis en scène. Donc là, je me dis ouais, gros potentiel. Je continue et là, récemment, ils ont commencé une série qui s'appelle The Birch. J'ai regardé que le premier épisode, un quart d'heure par épisode environ. Super chouette, méga bien produit, un super monstre. Une histoire, alors cette histoire, c'est très américain. C'est vraiment, ça reprend plein de principes de l'horreur américaine. Donc on va avoir souvent des jeunes qui bullient un peu d'autres jeunes. Ça va être un ressort qui va être quand même pas mal utilisé globalement dans les courts-métrages et dans les séries. Puis je regarde et puis il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout. Il y a du court-métrage d'1 minute 30 à un épisode de série qui fait un quart d'heure. Ils ont des petites playlists YouTube. Mais The Birch est diffusé en exclusivité sur Facebook Watch. Et là je me mets à regarder des vidéos sur Facebook Watch. Non mais moi-même j'hallucinais. Je connaissais pas, j'avais jamais regardé des trucs sur Facebook Watch. Ça m'était jamais venu à l'esprit. Donc ouais, je découvre tout ça et je regarde un petit peu aussi le modèle économique parce que ça me paraissait un peu bizarre. Surtout que sur Facebook Watch les pubs sont calées de manière très chelou. Elles préviennent pas, c'est des images fixes, c'est un peu chelou. Ils font des screamers de pub. C'est pas des screamers, mais ça peut faire sursauter si on s'y attend pas des fois. Et le modèle économique en fait, c'est vachement orienté, donc forcément monétisation via de la publicité, mais aussi vente de goodies beaucoup. C'est-à-dire quand ils ont un strum un peu cool, ils en font des pins, ils en font des t-shirts, ils en font des trucs, et en fait ils vendent des goodies sur leur site. Et j'ai l'impression que c'est quand même majoritairement comme ça qu'ils se financent. Et je vois et je continue, il y a pas mal de fulgurances visuelles. Et ouais, du coup, ils ont des petites playlists YouTube pour aider à se repérer. Franchement, je crois que je vais avoir une ligne un petit peu pour mes petites recos pour cet épisode. Ça va être low budget. Si vous avez pas de quoi payer un film, si vous avez pas d'abonnement Netflix, en gros, si vous avez un ordinateur et une connexion internet, vous pouvez passer une super soirée. Je me suis fait peut-être 2 soirées intégrales, easy, à regarder des courts-métrages, à regarder des séries. Et vous pouvez vous faire, pareil, 2-3 soirées comme ça, gratuitement, à regarder des trucs très très chouettes. Alors, j'ai inégal, mais c'est pas grave parce que de temps en temps il y a un petit bonbon et on se dit ouais, ça valait le coup, l'attente valait le coup en fait. Donc voilà, ça s'appelle Crypt TV, c'est fait entre autres par Eli Ross, ça existe depuis 2017, il y a plein de trucs très très cool dessus, des trucs moins cool, mais franchement, allez-y, si vous aimez les creepypastas et les légendes urbaines, vous allez avoir l'impression que certaines sont mises en scène un petit peu et c'est assez cool. Moi, je vais te parler aussi, pareil, d'un petit bonbon, ou plutôt d'un gros bonbon, puisque c'est un long métrage. C'est Lake Mungo de Joel Anderson, sorti en 2008. En fait, ce film-là, j'ai l'impression qu'il est passé relativement inaperçu, puisque moi, j'ai découvert ce film sur YouTube, justement. Je regardais une vidéo du Fossoyeur de films, où il parlait de ces 3 films, il parlait de 3 films d'horreur méconnus. Et donc moi, évidemment, je clique parce que j'ai envie de savoir de quoi il parle. Et là, il commence à parler un petit peu de Lake Mungo de Joel Anderson. Et je me suis dit, ça a l'air intéressant. C'est un documentaire horrifique. Donc c'est un faux documentaire. Un documentaire en français. Un documentaire, effectivement. C'est vrai que ça s'appelle comme ça. Avec donc des interviews et des extraits en found footage qui sont censés avoir appartenu à une personne qui a disparu. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a une fille qui disparaît. Et ses parents essayent de la retrouver et ils se retrouvent confrontés à pas mal d'événements étranges, d'événements paranormaux. Et tout ça va être raconté sous la forme d'un documentaire. Alors c'est un film australien avec des acteurs quasi inconnus, même l'actrice principale n'a pas vraiment fait de film très connu, donc ça ajoute un petit peu comme pour le projet Blair Witch au côté réaliste du film. Complètement, et à la différence que j'ai trouvé personnellement qu'ils s'en sortaient vraiment bien. Ah oui, les vraiment. Les acteurs et les actrices s'en sortent vraiment très très bien. Il y a une justesse de jeu vraiment on y croit, hein, ouais. En plus, j'ai l'impression que le réalisateur a vraiment très bien intégré les codes du documentaire télévisé, c'est-à-dire qu'à aucun moment ça va passer pour de la parodie. Ce qui est un peu le risque avec ça, c'est que tu vois par exemple la saison de American Horror Story Roanoke, on sent qu'il y a un côté parodique à plusieurs reprises, des émissions mystérieuses aux États-Unis.
Là, c'est pas vraiment parodique. Vraiment, en l'état, ça pourrait être quelque chose qui passe à la télévision sur une disparition mystérieuse, quoi. Donc voilà, la base du film, ça va être la famille et les journalistes, évidemment, qui vont essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et donc ça va nous amener à des petites révélations qu'on aurait sans doute préféré ne pas voir. Alors je vais pas trop en dire parce que c'est vraiment un film... C'est un film qu'il faut découvrir en connaissant le moins possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait intrigué quand j'avais vu le Fossoyeur de film en parler la première fois, c'est qu'il disait très peu de choses dessus, et il donnait un conseil que je vais vous donner à mon tour, c'est ne cherchez pas de bande-annonce, ne cherchez pas à vous renseigner sur le film. Ce que je viens de vous dire déjà, c'est déjà limite un peu trop. Donc ne cherchez pas à en savoir plus sur le film, juste lancez-le. Et je pense que vous allez être pris dedans. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, donc là c'est sans spoiler, hein. Il y a, au-delà évidemment, il y a le thème du deuil et des apparences qui peuvent être trompeuses, mais il y a aussi, surtout, moi, quelque chose qui m'a touché en tant que journaliste et en tant que personne de cette génération-là, moi je suis né en 90, cette personne qui a grandi avec les images et qui a grandi avec Internet, où on est abreuvé d'images à longueur de journée, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur le pouvoir des images, aussi sur leur qualité, sur leur définition, parce que ça va plutôt être ça, c'est la définition de l'image qui va nous jouer des tours à des moments, sur la manière dont on peut les transformer, sur ce qu'on a envie d'y voir et ce qu'on veut bien ne pas y voir aussi. C'est plus qu'un film à la Paranormal Activity, puisqu'il y a vraiment cette vibe-là. Vraiment, si vous avez pas aimé Paranormal Activity, vous avez trouvé ça lent, vous êtes ennuyé, vous avez l'impression que rien se passait. Là, on est un petit peu dans le même type de Déjà, film. vous avez raison. Voilà. Bon, après, ça se débat. Moi, j'ai bien aimé Paranormal Activity, mais j'ai détesté Blair Witch, qui fonctionne un petit peu sur ce côté où on voit rien, on a l'impression qu'il se passe rien. Mais Paranormal Activity, j'avais bien aimé. Et là, Lake Mungo, j'ai même préféré à Paranormal Activity. C'était vraiment une très très bonne surprise pour moi. Et c'est un film qui, voilà, en tout cas à mon avis, a une belle profondeur dans son propos. Et qui, surtout, fonctionne très bien en termes horrifiques, puisqu'il y a vraiment des moments où on a peur. Et notamment certains plans marquants qui devraient, je pense, vous donner quelques cauchemars. Ouais, c'est vrai. Et c'est marrant, il y a il y a des références à Twin Peaks, très clairement. Aussi, oui. Puisqu'il y a un espèce de parallèle quand même. La famille, la disparue s'appelle Alice Palmer. Et la famille, c'est la famille Palmer. Et évidemment, sans rien en dévoiler, il va y avoir, disons, pas forcément des retournements de situation, mais des révélations qui vont être dans le même sens qu'a pu faire vivre Twin Peaks. Et ouais, non, franchement, j'étais assez bien agréablement surpris, très sobre dans ses effets. Pas de jumpscare, on va vous poser une image, on va dire regardez, il y a un truc chelou. Non, c'est justement pour coller au côté documentaire, puisqu'un documentaire en règle générale ne va pas te mettre un jumpscare en pleine face, donc là il y en a pas. Même sur la musique, il y a une économie d'effets sur la musique, on ne cherche pas à te faire sursauter en te mettant un screamer, c'est juste ce malaise en voyant certaines images qui va vraiment te rentrer à l'intérieur de toi. Il y a vraiment des moments de profond malaise devant ce film en découvrant certaines images. Tout à fait, c'est assez jusqu'au boutiste en fait, ils dérogent pas de leurs règles de base et c'est assez jusqu'au boutiste et c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé aussi. Reco suivante. Rapidement, je vais faire court. Je vais vous parler de films d'horreur libres de droit, téléchargeables, visionnables gratuitement. C'est comme ça, c'est un petit peu alléchant et ça l'est. C'est un site que je pense que certaines d'entre vous connaissent, ça s'appelle openculture.com, qui recense des films qui sont passés dans le domaine public. Un film, au bout d'un certain temps, ou s'il y a plus d'ayant droit, il peut passer dans le domaine public. Et là, en l'occurrence, c'est le cas de 1150 films qui sont répertoriés sur openculture.com et openculture.com sert un petit peu à centraliser les liens vers lesquels regarder ces films. C'est-à-dire que vous allez parfois avoir certains films qui sont stockés sur YouTube, beaucoup de films stockés sur archive.org, et vous allez pouvoir les regarder en streaming. Attention cependant, très peu de sous-titrage, il n'y a pas forcément de fonction sous-titre, il n'y a pas forcément, donc voilà, ça peut être, des fois on a des films des années 20, des années 30, hein, donc il y a des films qui sont de mauvaise qualité, la bande-son est pas remasterisée, bien dégueulasse, faut dire ce qui est, mais ça vous permet d'accéder, encore une fois, quand même, sans payer, hein, gratuitement, à tout un tas de films d'horreur, et de films en général, jusque des films des années 60, grosso modo. On a des films des années 60. On a beaucoup de cinéma muet, d'ailleurs il y a une catégorie cinéma muet, et on a une catégorie films d'horreur. Là aussi attention, il y a beaucoup de films d'horreur qui sont pas dans la catégorie films d'horreur.
Si un film d'horreur est un film muet, il va être dans la catégorie film muet. J'ai remarqué en cherchant un petit peu. Et on a, grosso modo, comme ça, il y a une catégorie horreur, film noir, Hitchcock. Et en fait, on voit qu'il y a aussi beaucoup de thrillers, un petit peu. C'est un petit peu mélangé. C'est pas forcément très très bien classé, en vrai. Oui, puis t'as des films qui sont, comme aujourd'hui, j'imagine, classés dans la catégorie drame parce qu'ils ont un propos social. Et en fait, ce sont des vrais films d'horreur. Ouais, par exemple. Il y a complètement ce genre de configuration. Et du coup, j'en ai regardé plusieurs. Et si je peux vous en conseiller un, vraiment conseiller parce que la qualité est bonne, parce que le son est bon. C'est un des premiers films de Francis Ford Coppola qui s'appelle Dementia 13, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui cache la mort de son mari à la famille de son mari et qui tente de toucher un héritage, parce que si le mari meurt, il y a une histoire, si le mari meurt en premier, elle pourra pas toucher un héritage. Et elle va se rendre dans un manoir en Irlande, donc déjà... tu sens la vibe, la vibe Hitchcockienne de Francis Ford Coppola à ce moment-là. Donc c'est vraiment très inspiré Hitchcock. C'est vraiment chouette, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien réalisé. Et il y a 2 versions, dont une version widescreen de bonne qualité, qui est en lien sur le site, ça s'appelle Dementia 13. Et franchement... allez-y quoi. Si vous avez envie de vous faire une petite soirée rétrospective horreur années 50, horreur années 60, vous trouverez la plupart du temps, on va dire, de quoi vous contenter. Aussi petit warning, parfois les films sont stockés sur YouTube. Et sur YouTube, des fois, ils se font striker alors même qu'il n'y a pas forcément d'ayant droit. Donc je sais pas comment ça se passe exactement. Sur archive.org, ils se font pas striker, ils restent normalement, il n'y a pas de souci. Sur YouTube, on voit que le côté plateforme privée rend le truc un petit peu plus compliqué, parce que des fois, vous allez aller vers un lien et finalement, il n'y aura pas de fichier où le film a été enlevé. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, franchement, pour une petite soirée d'horreur tranquille, c'est très très chouette. Ouais, et puis YouTube est vachement confronté à ça. Il y a des films entiers qui se retrouvent et où vraiment, pour le coup, les ayants droit ont des raisons de crier. Mais il y a aussi des films, et en fait, c'est pour revenir sur un débat qu'il y a eu il y a quelques années, enfin, il y a de longues années par rapport à Adopi, qui est est-ce que c'est logique de condamner des gens qui mettent en ligne des choses qu'on ne trouve pas en France? Et c'est vrai que il y a un film que j'ai envie de recommander qui est Massacre au camp d'été, de Robert Hiltzik, et en fait, donc qui date de 1983, donc qui n'est pas un livre de droit, il y a des ayants droit, c'est un film qui est édité aux États-Unis, qui sort en DVD, tout ça, sauf que il n'existe pas, à ma connaissance, de vraie bonne version française du film, qui a été édité en Blu-ray ou en DVD avec une bonne qualité d'image. En revanche, il est disponible sur YouTube. Et bon, en toute honnêteté, j'ai voulu le revoir et je l'ai vu sur YouTube parce que c'était la manière la plus simple de le voir en France. Ce film-là, je vais quand même en parler puisque c'est un de mes grands traumas du cinéma et clairement, c'est un film dont on n'aurait jamais l'occasion de parler dans Inspiré de faits réels autrement, je pense. Alors, je vais vous faire le pitch qui est très simple. C'est une jeune fille qui s'appelle Angela qui est envoyée dans un camp de vacances avec son cousin Ricky. C'est une jeune fille qui est très solitaire et elle n'arrive pas à s'entendre, à même ne serait-ce qu'à parler, puisqu'elle est mutique pendant la majorité du film, à parler avec les autres ados. Elle a du mal à socialiser en général, ouais. Et petit à petit, toutes les personnes qui vont s'en prendre à elle ou se moquer d'elle vont mourir dans d'atroces souffrances. Alors, c'est un slasher qui est plutôt classique, même si, et c'est suffisamment rare pour être souligné quand même, la plupart des victimes sont des ados et des enfants. Ce qui est, c'est pas toujours le cas. C'est souvent des jeunes adultes qui se font tuer dans les slashers. Sauf la première victime, je crois, qui est un adulte, mais sinon, en effet, après la première victime, c'est essentiellement des jeunes. Et même carrément des enfants de moins de 10 ans à un moment. Il y a une scène, bon, on ne voit pas le meurtre, mais voilà, il y a vraiment des enfants qui meurent. Il y a des mises à mort d'ailleurs qui sont plutôt dégueu, mais qui sont assez mal faites, ce qui est logique vu le petit budget du film. C'est un film d'exploitation, c'est un film qui avait un budget de $350 000, ce qui est assez peu. Ils ont fait des économies sur absolument tout, et notamment sur les salaires, puisque l'actrice principale du film, Felissa Rose, n'a touché que $5 000. Ah ouais, d'accord. Elle avait quel âge à cette époque? Elle avait vraiment 13 ans. Elle avait vraiment 13 ans, d'accord. Voilà, c'est parce que d'habitude, sur ce genre de film, on va aller chercher des acteurs qui ont la vingtaine et leur faire jouer des rôles d'ados. Elle, c'est une des rares qui avait vraiment l'âge de son rôle. Donc voilà, ça dure 1h24, et il y a, on va pas se mentir, 1h23 de naze. Vraiment, c'est... Ouais, mais exactement. Mais c'est divertissant, et c'est ça que j'aime bien, surtout si vous le regardez en VF, il y a un côté nanar assez jouissif, c'est
ça sent les années 80 à fond, les looks des personnages sont incroyables. Vous avez des mecs en crop top, en micro-short tout le temps, un mec qui visiblement fait du bodybuilding, qui a une combinaison ultra moulante et un petit slip très saillant. Donc vraiment, c'est drôle, c'est vraiment marqué années 80. On a la sensation quand même tout au long du film d'un Vendredi 13 en moins bien, c'est-à-dire qu'il y avait quand même 3 Vendredi 13 qui étaient sortis avant Massacre au camp d'été, qui s'appelle Sleepaway Camp en version originale. Donc le film ne révolutionnait rien, vraiment, mais il est vraiment devenu culte, donc en partie par ce côté vraiment nanardeux, mais aussi pour sa fin. Et donc aussi pour certaines scènes du film, voilà, donc je vais pas m'épancher là-dessus. C'est un film que moi j'ai personnellement beaucoup aimé parce que je me suis marré pendant la plupart du film, mais qui a fini par me traumatiser. Vraiment, il y a un truc traumatisant dans ce film, je vous dirai pas quand ça se passe, de quoi il s'agit, mais sachez que j'ai vu ce film, je devais avoir... c'est quand je commençais à regarder des films d'horreur, donc j'avais 20, 21 ans, j'y allais plutôt tranquille en me disant « Ah, ça va être un nanar, que nenni ». Et voilà, non, c'est un nanar, mais il y a un moment qui fait peur. Voilà. Il y a un moment qui est glaçant. C'est le contraste en fait. C'est le contraste. C'est-à-dire que tout le film, tu te marres, tu ris du film parce que c'est naze, tout ça. Et d'un coup, il y a un espèce de truc horrible qui vient te rattraper immédiatement. Et là, t'es sur le cul. Mais vraiment. Et tu t'y attends pas. C'est vraiment, il y a un contraste très très fort entre les deux. Et c'est quelque chose qui est un peu problématique, on peut le dire, sans dire de quoi il s'agit. C'est-à-dire que le film, voilà, je sais pas s'il sortirait dans les mêmes conditions aujourd'hui. Non, il y a des débats. 100% sûr que non. Il y a des débats à avoir sur ce film. Et d'ailleurs, des gens le font. Une fois que vous l'aurez vu, vous pourrez vous renseigner sur Internet. Il y a pas mal d'articles qui ont été écrits sur le sujet. C'est vraiment un film qui a eu le statut de film culte. Hein. Donc il y a eu des débats sur ce film. Il y a eu est-ce que la manière de traiter les sujets était juste? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que ça véhicule des idées nauséabondes ou pas? Voilà, c'est un film qui a fait débat, qui fait débat aujourd'hui, à l'époque non, mais qui reste selon moi très intéressant. Et qui surtout est devenu vraiment culte. C'est pour ça que j'avais hésité un petit peu à en parler ici, parce qu'on voulait surtout parler de choses un peu moins connues, tout ça, mais celui-là, c'est un film que je trouve marquant et que je vois rarement dans les tops de films d'horreur, parce qu'il a ce côté un peu nanar. Oui, mais il a ce côté nanar, il est globalement, il est peu inventif. Quand on voit que Freddy est sorti 1 an plus tard... Oui, on se dit, c'est très convenu, c'est peu inventif, c'est pas forcément, c'est ni bien mis en scène, ni bien joué. Et c'est vraiment pour cette petite minute glaçante qu'il faut le regarder et pas plus, quoi. Bah, pour le reste aussi, c'est-à-dire que vraiment pour moi, si vous commencez une soirée d'Halloween, ça peut être bien. C'est-à-dire que vous allez être dans un bon mood, vous allez rigoler, vous allez dire « Ah, c'est con, il y a quand même le policier qui porte une fausse moustache. » C'est vrai, il y a un policier qui a une fausse moustache. Donc vous allez trouver ça rigolo, et puis au bout d'un moment, le malaise va vous rattraper, et là vous allez être parti pour une soirée d'Halloween où on se fait peur. C'est un bon film pour démarrer une soirée d'Halloween, je pense. Et donc j'ai juste 2-3 trucs à dire sur le réalisateur du film, Robert Eldick. Il n'a fait que 2 films dans sa vie. En fait, il a fait celui-là, en 1983, et après il a arrêté le cinéma. Ce qui était plutôt une décision logique vu que il est naze. Mais il est allé travailler dans un cabinet d'avocat, il a fait autre chose, jusqu'à ce qu'un site de fans le contacte en 2000 en lui disant « Ouais, mec, c'est lui qui a fait le remake ?» c'est devenu un film culte. Et lui ne le savait pas, évidemment. Et voyant ça, il était de plus en plus invité à des projections de son film. C'est un petit peu la même configuration que Troll 2, tu vois, avec le réalisateur. J'étais en train de penser à ça. Le réalisateur qui est invité à des projections. Là, c'est un peu pareil. Et du coup, en 2004, il décide de mettre en production Return to Sleepaway Camp, la suite, avec à nouveau Felissa Rose dans le rôle d'Angela. Alors, il y a eu des gros soucis de production, notamment des effets spéciaux complètement ratés. J'ai pas pu voir le film, mais j'ai des extraits, et très honnêtement, je le regarderai pas. Il est sorti en 2008 en direct to VOD, et il s'est fait massacrer par la critique. Ce qui n'a pas empêché un studio de sortir un autre Sleepaway Camp, complètement flingué lui aussi en 2012, que je ne regarderai pas non plus. Donc voilà, c'est assez terrible. Et Felissa Rose, en fait, ça a permis de relancer vaguement la carrière de Felissa Rose aussi, puisqu'elle n'avait quasiment rien fait. C'est vaguement le mot important dans ce... Ouais, peut-être de la faire démarrer. En fait, depuis le début des années 2000, elle a pris conscience qu'elle était devenue culte vis-à-vis du film, et elle a joué du coup dans ce qu'on lui a proposé, c'est-à-dire plein de films nazes,
Elle a joué dans vraiment des films que tu retrouves dans les fonds dans les fonds de catalogue VOD, pas intéressant. Juste un truc assez marrant, en 2009, elle a joué dans une parodie de Sleepaway Camp, où elle a repris son propre rôle. C'est-à-dire qu'elle a un peu de recul vis-à-vis du film. Et sinon, à part le réalisateur et l'actrice principale, personne n'a fait de grosse carrière après le film. Il y a eu une tentative, je crois, de faire un documentaire sur Sleepaway Camp, qui est censé être en pré-production depuis avril, mais en fait, le Indiegogo qui devait le financer a pas été atteint. Et ça a été vraiment... ils ont récupéré que 14 000 $ sur les 65 000. Donc je pense que personne n'avait spécialement envie de voir de documentaire sur Sleepaway Camp. Le film se suffit à lui-même. Et voilà, vous savez que il a acquis au fil des années ce statut de film culte qui était pas forcément très mérité, mais en tout cas le film reste intéressant, je trouve. Ouais, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que si vous voulez voir ce que faisaient les jeunes dans les années 80, comment ils s'habillaient, quelle était l'ambiance, regardez ça plutôt que de regarder Stranger Things. Ah oui, vraiment. C'est vraiment... Là, c'est les années 80. Là, c'est les années 80 telles qu'elles ont été... et non pas romancé par Stranger Things. Je crois que t'avais un autre film, Mathias. Ouais, après les années 80, les années 90, alors, avec un Vas-y. film que j'ai découvert en préparant Ouais. l'épisode d'inspiré de faits réels qu'on a fait sur récemment sur Wes Craven, hein, en fait, sur La Colline à des yeux. Je connaissais de nom ce film, c'est Un vampire à Brooklyn, sorti en 1995. On n'est pas là pour se faire peur avec ce film, on est vraiment là pour rigoler. Oui, j'allais dire, ok, donc on fait une petite séance comme ça de recommandations. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous donner envie de regarder, par exemple, plutôt Un vampire à Brooklyn à la place de, je sais pas, L'emprise des ténèbres ou L'été de la peur? Qu'est-ce qui ferait que tu t'orienterais plutôt vers Un vampire à Brooklyn? Je suis curieux. Alors, parce que pour moi, Halloween, ce n'est pas que le moment de se faire peur. C'est aussi le moment de prendre des bières, de se poser devant la télé et de rigoler avec ses amis. Et pour moi, Un vampire à Brooklyn, surtout dans sa version française, est un petit plaisir. Je n'avais pas entendu, enfin je connaissais juste deux noms, et quand on a préparé l'épisode sur l'excellent La Colline à des yeux, on a lu ce livre dont on a parlé dans l'émission, qui est Le droit à Marc l'horreur. Fleck. Ouais. Donc c'est une biographie de Wes Craven, enfin c'est plutôt un condensé de la carrière de Wes Craven, et je suis tombé sur les immenses galères de production de Un vampire à Brooklyn qui sont évoquées. Je me suis dit, ce film doit être incroyable vu le nombre de galères de production. Donc je vais le dire assez brièvement pour les galères de ce qui s'est passé, parce que on va pas partir dans un historique complet du film. Mais en gros, à la base, l'idée saugrenue, c'était que Eddie Murphy allait faire un film de vampire réalisé par Wes Craven. Ouais, alors il faut savoir juste un truc, c'est à une période de leur carrière où ils ont tous les deux envie de switcher, à savoir Wes Craven, il avait plus envie de faire des films d'horreur, et Eddie Murphy, il avait plus envie de faire de comédie. Donc il y a un truc bizarre déjà. Et le problème, c'est que la famille d'Eddie Murphy, qui est au scénario, hein, il y a le cousin et le frère d'Eddie qui font la première version du scénario, eux ont envie de faire une comédie d'action. Déjà, on part mal. Eddie Murphy veut pas faire ça, Wes Craven veut pas faire ça, mais les scénaristes veulent une comédie d'action. Donc Wes Craven arrive, et il retravaille avec eux le scénario, mais comme Wes Craven, comme tu le disais, n'est pas un moment de sa carrière à faire du cinéma d'horreur, il ne va pas rendre le film plus sombre. Il va plutôt ajouter des thématiques qu'il touche, le racisme aux États-Unis, les relations de famille, donc c'est lui qui va écrire beaucoup de scènes entre Julius, qui est un des personnages, et son oncle, et surtout il va rajouter cette histoire d'amour improbable, très Dracula, entre le personnage de Maximilian, qui est donc le vampire joué par Eddie Murphy, et Rita Vader, qui est jouée par Angela Bassett. Donc il va rajouter tout ça, et en voyant ce scénario un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on est passé de la comédie d'action au film un peu romantique, mais avec des vampires, évidemment les studios sont pas très très chauds, mais Eddie Murphy va insister, parce que lui, il a bien aimé le côté un peu plus romantique et le côté vampire, et il veut justement prouver qu'il peut faire autre chose que de l'humour. Donc Paramount sent vraiment l'énorme flop arriver, mais il décide quand même de laisser le film se faire avec 20 millions de budget. Ouais, quand même. Et c'est la Paramount, hein. C'est pas Freddy, c'est New Line, c'est ce genre de truc. Là, c'est Wes Craven avec la Paramount. Donc déjà. Voilà. Mais c'est 20 millions. Mais 20 millions, c'est pas assez pour les ambitions qu'ils ont pour le film. Et ça va se ressentir tout au long du film. Il y a vraiment rien d'épique. Il y a une bataille finale dans un appart. Alors qu'à la base, ça devait se faire sur le pont de Brooklyn, mais on n'a pas les moyens. Donc ils le font dans un appart. Ils vont tourner dans un studio à Los Angeles au lieu de le faire dans les rues de New York comme ils voulaient le faire à la base. Et puis ça va être une catastrophe ce tournage. Et le tournage est très fatigant puisque ça se passe majoritairement de nuit. Il y a aussi quelque chose qui va beaucoup marquer Wes Craven, qui est la mort d'une cascadeuse sur une des scènes, qui va vraiment mettre
Vraiment, ça va plomber un petit peu l'équipe, ils vont être tous très très tristes par rapport à ça, donc ça va vraiment plomber la fin du tournage. Mais bon, voilà, c'est surtout, à la base, ce côté personne n'a envie de faire le même film, et ça va donner quelque chose de somptueux. Donc c'est un hybride. C'est un immense nanar, parce que ça se prend au sérieux du début à la fin, ce qui est quand même... Il n'y a pas de volonté de parodie, c'est ça qui est assez fou. Il y a une volonté de faire des scènes comiques, et les scènes comiques deviennent gênantes, donc drôles. Elles sont pas... Ouais, il faut peut-être le dire d'ailleurs. Le seul truc qui m'a fait que j'aurais plus de mal à recommander ce film, c'est la vulgarité de la comédie. Ah oui, fait. c'est extrêmement vulgaire. C'est vraiment très vulgaire. C'est-à-dire que les moments comiques, vous allez rire, mais de gêne. C'est plutôt ça, parce que c'est extrêmement vulgaire, c'est très mal fait. Et par contre, les moments où vous allez rire de bon cœur, c'est quand vous allez rire du film sur les passages qui sont censés être sombres et mystérieux. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai même pas fait ce que c'est l'histoire, en gros. Donc l'histoire, c'est Eddie Murphy qui est le dernier d'une longue lignée de vampires des Caraïbes, qui va arriver à New York dans l'espoir de rencontrer une vampire pour avoir une descendance. Et il vient la chercher. Il vient la chercher. Elle est là et il vient la chercher, ouais. Et très vite, il va la découvrir, et c'est Rita Vader, une flic, qui est jouée par Angela Bassett. Donc vous avez déjà cette relation qui est très Dracula et Mina dans l'esprit, si vous voulez. Il a des visions d'elle, il sait que c'est elle, et il veut la séduire, et vous allez avoir des moments où Eddie Murphy, effectivement, va être habillé à la Dracula, avec une espèce de perruque improbable, avec les cheveux coiffés en arrière, à essayer de se donner un air mystérieux, quoi. Donc bon, et Eddie Murphy voulait vraiment faire ça, parce que c'est lui qui allait chercher Wes Craven, hein. Il adorait le travail de Wes Craven, quand ils se sont rencontrés, il lui a cité des dialogues de La Colline à des yeux et de L'Emprise des Ténèbres. Vraiment, le mec aime le travail de Wes Craven, et d'ailleurs ils s'entendent très bien, il y a des photos d'eux sur le plateau où ils ont l'air vraiment de très très bien s'entendre, mais le film en lui-même... Voilà, n'est pas bon du tout. Il est très drôle, il y a des scènes incroyables. Moi, il y a une scène, je vous conseille, si vous ne regardez pas le film en entier, d'au moins aller chercher cette scène-là sur YouTube. Vous tapez « Le mal, c'est le bien ». Oh là là, la scène avec le pasteur. Voilà, il y a une scène où Eddie Murphy, vampire, va se transformer en pasteur pour aller haranguer la foule et les inciter à faire le mal. Déjà, ça part compliqué. Donc il se met sur une estrade, à cette scène. Et donc là vous allez la voir qui va essayer de leur expliquer pourquoi le mal c'est le bien. Et le cul aussi. Et le cul c'est le bien. Et il y a tout un monologue qui dure je crois 4 minutes, ce qui est extrêmement long, hein, pour un film, où il va essayer de leur expliquer que le mal c'est le bien. C'est incroyable. Et rien que pour ça, le film vaut le coup. Mais c'est aussi, et j'insiste là-dessus, regardez-le en VF, parce que c'est une expérience fascinante de voir un vampire qui parle avec la voix de l'âne de Shrek. C'est tout le long du film, vous n'allez penser qu'à ça. Si vous avez vu Shrek, vous allez voir un vampire qui se donne vraiment l'air le plus sombre et mystérieux possible. Murphy. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Mais vraiment, surtout sur la scène Le mal c'est le bien, on a l'impression... Ça pourrait, ça fait vraiment, il y a l'effet Anne de Shrek qui est magnifique. Alors voilà, ça fait pas peur du tout, mais c'est très drôle. Après, si vous aimez le cinéma de Wes Craven, il y a quand même quelques fulgurances visuelles typiques de son cinéma. Il y en a quelques-unes. Il a tenté quelque chose à des moments, mais bon, parce que Wes Craven savait se débrouiller avec des budgets limités. Et là, avec 20 millions, vous vous doutez qu'il a tenté des choses. Mais bon, ça reste pas à la hauteur de certains de ces autres films, comme L'Emprise des Ténèbres, justement, dont tu parlais. Donc il faudra qu'on en parle d'ailleurs un jour de L'Emprise des Ténèbres dans l'émission, puisque ça parle de vaudou, enfin ça parle de vrai folklore, donc ça pourrait être intéressant de faire un épisode sur L'Emprise des Ténèbres. Tout à fait. Eh bien écoutez, quant à moi, je vais vous parler maintenant d'un documentaire. Je me suis dit... Pourquoi pas s'instruire aussi le soir d'Halloween? Ça pourrait être pas mal au final. Et je vais vous parler d'un documentaire qui a été diffusé par la BBC en 2010, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle History of Horror, qui est présenté par Mark Gatiss. Donc Mark Gatiss, acteur éminemment british, qui joue dans Doctor Who, qui joue dans Sherlock. Et là, il... Showrunner d'ailleurs de Doctor Who à un temps. Showrunner de Doctor Who, d'accord. Et aussi avec Moffat à un moment en duo de Sherlock. Les deux. De Sherlock, ouais. Et là, en l'occurrence, il présente, en fait, c'est un documentaire qui est très très personnel, parce qu'il présente l'histoire du cinéma d'horreur, mais selon ses propres goûts. Et il faut assumer ce côté-là vous allez pas avoir un aperçu exhaustif de ce que c'est que le cinéma d'horreur, même pas de ce que c'est que le cinéma d'horreur américain ou anglais, parce que ça se centre vraiment beaucoup sur ces deux pays. Mais ça va être un espèce de voyage en 3 parties. Il y a trois documentaires, 3 parties d'1 heure.
dans lequel Mark Gatiss va littéralement plus se balader. C'est très mis en scène, il a un super accent, c'est fabuleux, il se balade comme ça dans des lieux de tournage, c'est vraiment très très chouette. Et il va faire intervenir des gens du cinéma de l'époque. Il va faire intervenir dans la première partie, il parle de Frankenstein Goes to Hollywood, c'est le titre de la première partie, et c'est vraiment époque film de monstres, où on va avoir du Dracula, du Frankenstein, et il va faire intervenir les personnes de l'époque qui parfois étaient enfants. Des fois il y avait des enfants qui jouaient dans les films et ils sont âgés mais encore suffisamment jeunes pour pouvoir s'exprimer ou tout simplement vivants puisque ce sont des films des années 20-30. Il va ensuite, la deuxième partie s'appelle Home Counties Horror. Là, c'est là-dedans qu'il parle de folk horror. On avait parlé pendant l'épisode sur Midsommar de folk horror et il précise ce que c'est. Il accorde une belle place dans le documentaire à la folk horror. On sent qu'il aime vraiment beaucoup ça. Et la troisième partie qui s'appelle The American Scream, qui là va traiter de l'horreur dans les années 70-80 davantage et qui va surtout traiter du coup des grands maîtres de l'horreur américain. Il va parler de John Carpenter qui apparaît en tant qu'intervenant dans les trois parties. On sent qu'il l'admire énormément. Ça va parler de Wes Craven, ça va parler de voilà, des grands maîtres de l'horreur américaine cette fois. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que il a plein d'invités prestigieux, ils discutent, il y a des fois des archivistes qui ressortent des petits objets qui sont stockés comme ça, qui sont archivés d'objets de l'époque, du cinéma de l'époque, c'est vachement beau, c'est vachement chouette. Et le seul truc finalement, c'est le problème pour voir ce documentaire, enfin ces trois documentaires, encore une fois, c'est 3 fois 1 heure, puisque ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est disponible sur YouTube. Et il n'existe pas vraiment d'autre manière de le regarder, en fait. C'est disponible sur YouTube, et j'imagine que si la BBC ne l'a pas fait retirer, parce que ça fait un moment que le documentaire, ça doit faire 5 ans qu'il est disponible sur YouTube, je pense que si la BBC ne l'a pas retiré, c'est tout simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a pas forcément d'autres moyens de le voir. Donc vous pouvez regarder sur YouTube, en 3 parties, ça s'appelle A History of Horror. C'est un super documentaire en 3 parties de la BBC, c'est très agréable à regarder, et vous aurez comme ça un parcours en plus personnel de Mark Gatiss qui présente tout plein de films d'horreur et les coulisses aussi qu'il y a derrière. Alors en autre recommandation, je vais sortir du cinéma, des documentaires, du visuel, et aller plutôt vers des livres. C'est des livres dont j'ai pas eu l'occasion de parler jusqu'ici, je crois. C'est Tales from the Haunted Mansion. C'est une série de livres pour enfants. Et pour moi, c'est un espèce de retour en force, en tout cas aux États-Unis, de l'horreur pour enfants à la chair de poule. Sauf qu'on a un texte un peu plus méta en plus, je vais t'expliquer. En fait, Tales from the Haunted Mansion, ce sont, comme son nom l'indique, les contes de la maison hantée. Et la maison hantée, la Haunted Mansion, c'est la maison hantée des parcs Disneyland. Et la storyline des parcs Disneyland, c'est qu'en fait, il y a le manoir hanté est une résidence pour 999 fantômes, et il y a toujours la place pour un de plus, c'est ça qui est assez marrant dans l'attraction. Et il se trouve que dans ce manoir hanté, il y a une pièce, une bibliothèque, dans laquelle il y a des livres où sont compilés les 999 histoires des fantômes. Donc, Tales from the Haunted Mansion, c'est officiellement écrit par Amicus Arcane, le bibliothécaire du manoir hanté. Et ce qui est assez drôle, et c'est là que je parle de méta, c'est qu'il intervient en gras italique à plusieurs reprises au milieu des histoires. C'est-à-dire qu'il va faire des petits commentaires sarcastiques sur l'histoire, et on sent qu'on est dans une post-horreur pour enfants, c'est-à-dire qu'il va carrément faire des blagues en mode « Oh, ça c'est un petit peu cliché ». Mais attends, du coup il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris. C'est un livre sur le manoir qui raconte l'histoire du manoir, qui donne un background au manoir? Non, en fait, ce sont des livres, oui, je vais peut-être commencer par ça. Les livres, en fait, déjà ont un traitement assez particulier, on a l'impression que c'est des livres qui sont sortis directement de la bibliothèque du manoir. Ah, c'est très joli, ce sont des très beaux objets. Et avec les pages légèrement... elles sont travaillées pour qu'elles aient pas toute la même texture, tout ça, il y a des taches à l'intérieur, enfin c'est vraiment bien fait, c'est un très bel objet. Et à chaque fois, on va retrouver dans chaque livre 3 histoires de 3 résidents du manoir hanté. D'accord, et c'est édité par Disney. C'est Disney, ouais, c'est les éditions de Disney qui font ça. D'accord, ok. Qui rajoutent du lore autour de leurs attractions. C'est ça, c'est une manière d'ajouter du lore autour des attractions, exactement. Donc c'est pas écrit évidemment par Amicus Arcane, hein, c'est ce qui n'existe pas, qui est un personnage. Le vrai auteur, c'est John Esposito. C'est un auteur new-yorkais. Il a travaillé comme scénariste sur des séries horrifiques. Et oui, je connais, je vois. En effet, il est connu. C'est fou. Oui, après il a pas fait énormément de trucs très très connus. Enfin, il a pas fait des
des grandes séries. Il a fait le Hunting Hour de R.L. Stein. Donc R.L. Stein, c'est le monsieur qui a écrit Les Chairs de Poule. Donc il y a eu une série horrifique qui n'est pas la série Chairs de Poule, mais une autre. Et lui, il a travaillé comme scénariste dessus. Il a fait un téléfilm, c'était l'adaptation de La créature du cimetière de Stephen King. Et il a fait, et c'est surtout pour ça qu'on le connaît, les webisodes de The Walking Dead. Entre les saisons, il y a eu des webisodes qui ont gagné un prix d'ailleurs. Et c'est lui qui avait écrit ces webisodes-là. Il a aussi fait, et c'est là que j'avais vu son travail, il avait fait un segment du film d'anthologie Théâtre Bizarre, enfin il l'avait scénarisé. Et oui, c'est pour ça que son nom me disait bien quelque chose, en effet. Donc le segment en question, c'est Wet Dreams, qui était réalisé par Tom Savini, qui lui aussi a un grand nom de l'horreur, à la base maquilleur, mais qui est devenu réalisateur. Et oui, qui a fait le remake des films de Romero, oui, notamment. Où il travaillait à l'époque en tant que maquilleur. Alors bon, ce segment-là, c'est pas du tout le meilleur du film. Le film est très très inégal et vraiment ce segment-là, c'est pas le meilleur. Hein. C'est pour vous la faire courte. En gros, il y a un monsieur qui fait un cauchemar et il imagine qu'il est victime d'une femme qui a des pinces d'insectes géants à la place du vagin. En gros. Donc, dans le livre ? Non, ça c'est dans le. Non, ça c'est dans Théâtre Bizarre. Non. Ok, d'accord, oui, d'accord, ok. J'ai eu peur. Je te rassure, le livre. C'est pour les enfants. Non, on est sur du Disney avec Tales from the Haunted Mansion. C'est très très sage. On va avoir des loups-garous, on va avoir des résurrections ratées, des pianos hantés, des histoires de momies, des vampires, un train fantôme qui rend fou. Donc en fait, on a vraiment du classique. Mais c'est très bien fait, et surtout il y a un humour noir qui va créer une complicité vraiment avec le lecteur, parce que Amicus Arcane va souvent casser le 4e mur et parler directement au lecteur, en mode ah, tu trouves que c'est pas assez flippant, mais attends, tu vas voir à la page d'après. Où vraiment il y a souvent des petites blagues comme ça en gras italique à des moments de l'histoire, je trouve ça assez ludique en fait. Et l'objet en lui-même, comme je le disais, semble tout droit sorti des bibliothèques du Haunted Mansion, donc c'est vraiment agréable. C'est un bel objet. Il y a eu 4 volumes qui sont sortis et j'ai vraiment adoré. Malheureusement, ça n'existe pas en français et ça n'arrivera sans doute pas, je pense. Parce que nous, la storyline de notre attraction, nous on n'a pas le Haunted Mansion à Disneyland Paris, on a le Phantom Manor, ce qui n'est pas la même chose, et l'histoire est différente. Donc je pense pas qu'ils trouveront un moyen d'adapter en français les histoires du Haunted Mansion, qui est un truc très américain. Peut-être qu'ils le sortiront dans d'autres pays où il y a un Haunted Mansion classique. Je sais que par exemple à Tokyo Disneyland, c'est quasi le même que celui qui est aux États-Unis. Donc ils pourraient le traduire en japonais. Chez nous, ça me paraît plus compliqué, parce que Phantom Manor, on a une histoire très différente. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Phantom Manor, qui est une exclusivité mondiale, hein, aucun autre parc Disney dans le monde n'a cette attraction, a fait l'objet d'un livre récemment que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté, qui s'appelle tout simplement Phantom Manor, l'attraction décryptée. En fait, Phantom Manor, c'est une attraction qui a été fermée pendant plus d'1 an pour rénovation l'année dernière, en 2018, et à l'occasion de sa réouverture, ils ont sorti un livre où ils parlent des travaux qui ont été faits à l'intérieur, mais surtout ils parlent de l'histoire de l'attraction, comment elle a été conçue, quelles ont été les influences visuelles des Imagineers de Disney. Donc si vous aimez les parcs d'attractions, et cette attraction-là en particulier, c'est vraiment un livre de référence. Et le livre est très beau, vraiment il y a une maquette magnifique, donc voilà, ça me permet de glisser au passage. Pour les aficionados de Disney, il y a ce livre qui est sorti, je crois qu'il est disponible sur les parcs, et il est en rupture de stock sur le Disney Shop en ligne, mais normalement il devrait revenir. Donc ne faites pas comme on fait plein de gens, d'aller sur Le Bon Coin et de voir que des connards les revendent à 60 € le livre, alors qu'il en coûte 20. Ah, la spéculation. C'est affreux, c'est affreux. Oh. Dis-toi que Disneyland a été obligé de dire non, mais c'est pas une édition limitée, donc il va revenir, ne vous faites pas avoir par les gens en ligne. Et vraiment, les cast members à Disneyland ont été obligés de dire ça aux gens, quoi. Genre moi je leur ai dit au fait il sort quand machin. Ils disent non ouais on va le recevoir dans quelques semaines mais ne l'achetez pas en ligne hein, parce que ils savent qu'il y a des gens qui spéculent. Ok bah je vais continuer sur un bouquin. Mais on fait une petite sélection de bouquins aussi, c'est très chouette, ça me plaît. Parce que je vais vous parler d'un roman que je lis en ce moment qui s'appelle The Terror. Alors il y a une série The Terror qui a été adaptée, qui est l'adaptation de ce roman qui est sorti en 2017 sur AMC, qui est produit par AMC. Moi je vais vous parler du livre. Ce livre, qui a été écrit en 2007 par Dan Simmons, donc Dan Simmons quand même qui en est pas à son premier coup d'essai pour le roman horrifique, hein. On se souvient quand même dans les années 90, il y a eu une petite rivalité avec Stephen King et Dan Simmons. Oui, mais il a fait quelques bouquins connus notamment dans les années 90, et notamment L'Échiquier du mal que je n'ai pas lu. Et là en l'occurrence, The Terror, ça part de faits réels,
puisque ça part de l'exploration anglaise qui, au milieu du 19e siècle, a tenté de découvrir le fameux passage du Nord-Ouest, donc entre le Canada et le Groenland, qui était une route commerciale qui devait permettre d'asseoir encore plus la sécurité. La suprématie La suprématie du royaume d'Angleterre en matière de commerce. Et du coup, ça part de ce fait-là, avec des personnages qui ont réellement existé. Et du coup, Dan Simmons romance autour d'une base scénaristique existante, à savoir 2 bateaux qui sont réellement partis, qui sont le HMS Terror et le HMS Erebus. Le Erebus qui est dirigé par James Fitzjames, le Terror qui est dirigé par Francis Crozier, et le capitaine d'expédition qui est John Franklin, qui vont partir tous les 3 du coup en tête de cette expédition pour découvrir le passage du Nord-Ouest. Évidemment, ça va pas se passer exactement comme prévu. Ils vont faire une erreur de navigation qui va les obliger à faire un petit détour, à perdre du temps, et à plus tard rester bloqués dans les glaces. Et en fait, le livre commence directement comme ça. Ils sont déjà bloqués au moment où où le livre attaque. La particularité du livre, donc je disais, livre de 780 pages. C'est un énorme pavé, je suis en train de le lire et je vois là que c'est vraiment très très long, je suis en train de sentir un petit peu le temps passer. La particularité du livre, c'est que en termes de narration, chaque chapitre prend le point de vue d'un personnage. Et en fait, chaque chapitre, comme ça, si on relie les chapitres les uns aux autres, les personnages les uns aux autres, ils se suivent un petit peu. Ils se suivent. Des fois, il y a certains, c'est des flashbacks, des choses comme ça. Mais sinon, les histoires se suivent par personnage. Et chaque chapitre, du coup, se passe à un moment différent. Ça se passe à un moment différent et ça se suit par personnage. Et du coup, on suit parfois le capitaine Fitzjames, on suit le capitaine Crozier, on suit John Franklin. Et du coup, on a toute une romance qui s'installe autour de l'expédition, qui tourne, alors déjà autour d'une intrigue amoureuse entre Crozier, le capitaine du Terror, et la nièce du capitaine d'expédition John Franklin, qui s'appelle Sophia Cracroft. On a une petite intrigue amoureuse, mais on a aussi et surtout une intrigue beaucoup plus globale liée à l'horreur, qui est que ils vont se faire attaquer petit à petit, à partir du moment où ils sont bloqués dans les glaces. L'équipage, les 130 hommes qui occupent les 2 bateaux, vont se faire attaquer par une sorte de bête, alors qui dans la série est montrée de manière très explicite dès qu'elle apparaît, on la voit direct. Dans le livre, c'est plutôt des formes, c'est plutôt des ombres, c'est beaucoup plus flippant. J'ai trouvé le livre beaucoup plus flippant. Et je le conseille parce qu'il y a une qualité dans la retranscription de l'ambiance qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'on sent, il y a la description de quand un matelot, il fait moins 60 degrés des fois dans ces régions-là à cette époque-là. Donc s'il touche du métal main nue, la peau qui a touché le métal, il peut lui dire au revoir, elle va rester collée au métal et il y aura rien pour la décoller. Même dans le bateau, il fait souvent entre moins 10 et 0. Les températures les plus élevées que j'ai vues pour l'instant, c'est autour de 0 degré. Donc on est vraiment, il y a une description, il y a une qualité de description, une qualité de mise en ambiance que je trouve vraiment, vraiment très très chouette. Et du coup, je suis en train j'ai vu la saison 1 et un bout de la saison 2 de The Terror, mais la saison 2 donc qui n'a rien à voir. Mais je commence vraiment à préférer le livre, et le livre je l'apprécie d'autant plus que j'écoute la musique de la série The Terror en lisant le livre. Il y a une playlist sur Spotify, si vous pouvez écouter ça, qui est assez chouette. La musique est de Marcus Fjellström. Il avait pas forcément bossé sur des séries avant ça. Enfin, dans tous les cas, j'ai pas trouvé d'autres séries sur lesquelles il avait bossé, et il a une qualité pour nous faire ressentir la solitude, le froid, le vide dans la musique, que je trouve assez chouette. C'est beaucoup de musique d'ambiance, il n'y a pas forcément de musique mouvementée, quoi que ce soit, donc ça va pas forcément vous sortir de l'action qui est en train de se dérouler dans votre livre. Donc je le conseille vraiment. C'est parfois très cru, c'est parfois violent, c'est souvent dégueulasse, il y a beaucoup de gore, à la fois dans la série, mais aussi dans le livre. Les descriptions sont parfois vraiment un petit peu costaud. Donc je conseille vraiment sa lecture. Si vous avez du temps, si vous avez envie de vous lancer dans une grande aventure qui à la fois mêle des faits réels et un versant plus fantastique, plus horrifique, c'est un livre que je conseille sans trop de problèmes. Puis si vous avez lu le livre du Bureau des Mystères où Charles a consacré un chapitre à l'histoire vraie, et que vous avez envie d'en savoir plus, après c'est une version plus romancée évidemment, puisque c'est vraiment un roman, le truc de Dan Simmons, mais c'est super bien pour prolonger l'expérience. Voilà, si l'histoire vraie vous a intéressé, c'est plutôt intéressant de voir comment c'est traité à la fois dans le livre que moi j'ai pas lu, mais dans la série aussi qui
qui pour le coup prend des partis pris qui sont assez éloignés de la réalité, mais qui sont intéressants quand même. Ouais, qui sont assez, et puis même qui sont assez éloignés du livre en réalité. Il y a plein de, la série a embelli beaucoup de choses. Vraiment dans le livre, quand ils sont dans le froid, il y a des descriptions où on voit vraiment, il y a vraiment le minimum possible de peau à l'air pour éviter qu'ils se refroidissent. Et en fait, dans la série ne peut pas faire ça parce que sinon on reconnaîtrait pas les gens, on reconnaîtrait pas les acteurs. Il y a de la dans le cordée livre, qui on nous le gèle dit, et donc tout il y a pas de souci. Ouais, voilà, c'est c'est ça. Et du coup là, la série romance et facilite et on va dire arrondit un peu les angles. Le livre est plus brut, beaucoup plus brut. Et il y a aussi tout un délire avec forcément ce qu'ils appellent les Esquimaux, hein, qui sont les locaux, qui sont les Inuits. Il y a tout un délire avec leurs croyances aussi. Et en vrai, c'est vraiment très très chouette. J'ai vraiment pris pas mal de plaisir. Mais dans le bouquin du Bureau des Mystères, on le réduit à quelques pages. Ah oui, forcément. On peut pas faire... Évidemment. La dernière recommandation que j'avais envie de faire, c'était, et c'est assez rare de ma part, un jeu vidéo. Où je pense que tu seras d'accord avec moi puisque c'est toi qui m'avais conseillé d'y jouer à la base. Comme d'hab, je te force un peu. Ouais. Je t'envoie des messages en disant joue à ça, vas-y. Et tu fais bien à ça. parce que j'ai passé un excellent moment. S'il est dans des recommandations d'Halloween, c'est parce qu'il m'a fait un peu peur par moment, évidemment. C'est Oxenfree par Night School Studio. Donc Night School Studio, je me suis un peu renseigné. Donc c'est visiblement un studio qui a été créé par deux cousins. Il y en a un qui est un ancien de Telltale, donc qui est connu pour ses jeux narratifs, et un ancien de Disney Interactive Studio. Et Oxenfree, c'est leur premier jeu ensemble, qui est sorti en 2015. Alors c'est pas vendu spécialement comme un jeu d'horreur, mais l'ambiance m'a pris plusieurs fois. Charles m'avait dit qu'il allait forcément y avoir des moments où j'allais être un petit peu mal à l'aise, mais c'est vrai, il y a des phases notamment où il y a des glitches assez bizarres qui apparaissent à l'écran, où il y a des explorations qui peuvent être parfois un peu angoissantes, où tout à l'écran commence à devenir un petit peu étrange. Voilà, en gros l'histoire, si je peux la résumer, c'est vous jouez Alex, qui est une ado, qui va aller avec ses amis sur la petite île d'Edwards Island. Alors ses amis, il y a Ren, qui est son meilleur ami visiblement drogué, qui aime bien fumer des pétards, son nouveau demi-frère Jonas, la discrète Nona et Clarissa. Et Clarissa, c'est l'ex de son frère Michael qui est mort. Donc ils doivent passer ensemble le week-end sur l'île, mais il va évidemment se passer très vite des événements étranges et ça va devenir un cauchemar en fait. Un cauchemar. En fait, ils y arrivent en bateau sur cette île. Ils y arrivent en bateau et on a tous les ingrédients comme ça. Quand on le dit comme ça, on a tous les ingrédients du slasher. Alors, ce qu'il faut, parce qu'on a les bandes de jeunes, l'île qui est un petit peu abandonnée, ce genre de choses-là. Ce qu'il faut préciser, c'est que le jeu, la caméra reprend le principe de la caméra 2D. C'est-à-dire qu'on va se déplacer de gauche à droite, mais en fait, le jeu est en 3D, c'est-à-dire qu'on peut marcher dans la profondeur. Il y a des passages parfois qui se croisent, des choses comme ça, et on peut marcher aussi dans la profondeur. Donc on va avoir en fait une succession de plans 2D, mais qui vont au final donner un gameplay en 3D. Et d'ailleurs, les personnages, les décors ont l'air d'être en 2D. Mais les personnages sont bel et bien des modèles 3D. C'est bel et bien des modèles 3D, les personnages, et en fait, en réalité, on se déplace dans le jeu en 3D, même s'il a un aspect 2D. Donc oui, ça sent le slasher en plein nez, mais ça va pas tomber non plus dans les clichés. Ça va pas se dérouler de cette manière-là. Et puis ça va pas être un slasher du tout, en plus, surtout. Non. Il y a un petit peu quand même un moment. Oui. Non, enfin, il faut pas dévoiler. On va pas dévoiler ce qui se passe exactement dedans, mais ça pourrait tourner slasher. Disons que ça tourne pas autour de l'idée de refaire un slasher comme ça a pu être le cas sur Until Dawn qu'on avait bien aimé. Qui là pour le coup c'est un pur slasher, il y a pas de souci là-dessus, enfin même si c'est pas totalement un slasher au fur et à mesure que le jeu avance, Until Dawn, mais en tout cas il y a vraiment cette esthétique du slasher années 80. Là pas du tout, là vraiment on est plus sur une vibe de film presque aventure, découverte avec des personnages jeunes. Il y a un côté un peu un peu Amblin par moment, mais bon, vaguement quoi, un peu Goonies parce que tu es sur ce côté île abandonnée avec des jeunes un peu laissés à l'abandon. Donc ouais, il y a de ça. Après moi c'est un jeu, sans en dire trop sur l'histoire, que j'ai trouvé assez émouvant. Il y a beaucoup de dialogue en fait. C'est un jeu avec énormément de dialogue. C'est un jeu où justement il vaut mieux le considérer, je pense, comme un film, c'est-à-dire ça c'est pas le jeu où vous allez y jouer avec des potes, c'est vous mettez le casque, vous y jouez, vous le faites en 2-3 nuits peut-être, et vous le suivez un petit peu comme un film. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai abordé, et j'ai passé un très bon moment parce qu'il faut vraiment prêter attention au dialogue, la manière dont ils échangent. Le jeu est très bien écrit pour ça, et c'est vraiment bien aimé. Je pense qu'il faut préciser un truc, c'est qu'en fait le gameplay s'articule autour de deux éléments, c'est des choix de dialogue, et en fait vous avez donc votre personnage qui est en petit à l'écran,
qui est la caméra, comme je dis, en 2D un petit peu éloignée. Et il va y avoir des dialogues qui vont se dérouler, et ça va apparaître sous forme de bulles. Et vous allez pouvoir, à un moment donné, vous allez avoir des choix de dialogue, et vous allez pouvoir cliquer sur un des choix de dialogue qui s'affiche en bulle autour de votre personnage. Sauf que ces choix de dialogue-là sont timés. C'est-à-dire que pour rendre la discussion fluide, vous n'aurez pas autant de choix, autant de temps que vous voulez pour répondre au dialogue. Il va falloir y répondre un peu rapidement. Ça demande d'avoir un petit niveau en anglais quand même, parce que moi, à l'époque, je sais pas si maintenant il y a une trad. Moi, j'ai joué en anglais. Je l'ai fait. Et ouais, il était en anglais, et ça peut rendre le jeu un petit peu plus compliqué, parce que comme c'est beaucoup basé sur les dialogues et que c'est bien écrit, ça peut rendre un petit peu le truc un peu compliqué. Et deuxième élément de gameplay autour duquel le jeu s'articule, c'est une radio. C'est l'élément principal du jeu, c'est la radio avec laquelle se balade Alex, et à certains endroits, il va falloir sortir la radio et chercher la bonne fréquence pour faire apparaître des choses. Et en fait, c'est surtout là que le gameplay va s'articuler. Des fois, ça sert pour vous allez avoir un petit panneau, utiliser cette fréquence ici, et vous allez avoir un peu de lore sur la statue à côté de laquelle vous êtes, ou ce genre de choses. Mais sinon, le gameplay s'articule énormément autour de ces fréquences radio que l'on doit utiliser au bon moment, ou autour de petites énigmes où il va falloir trouver la bonne fréquence. Perso, moi j'ai adoré. Alors moi perso, je l'ai fait en une nuit. Je l'ai fait d'une traite. J'ai attaqué peut-être à, je sais pas, entre 20h et 21h, et j'ai fini entre minuit et 1h. Le jeu se joue grosso modo entre 4 et 6 heures, suivant la vitesse à laquelle vous jouez. Voilà, moi je suis très lent, donc je l'ai fait en 3 soirées de 2 heures. Et non, c'est vrai, en plus il y a des petites histoires un peu horrifiques. Il y a des trucs qui se rapprochent de la possession, des petites choses comme ça. Il y a des côtés un peu fantômes, côté radio d'ombre aussi, parce que du coup t'as cette radio, et je crois qu'à un moment on entend un simili radio de nombre avec quelque chose qui juste dit des chiffres. Oui, donc, voilà. Tout à fait. Et ça explore aussi des choses pour les voyages interdimensionnels, tout ça. Donc c'est très inspiré de faits réels, Bureau des mystères, ce jeu. Ouais, dans l'âme, ouais. Et en plus il y a un petit peu d'humour aussi, comme dans nos émissions. Et c'est plutôt bienvenu. Souvent ça permet de dédramatiser une situation, mais sans trop casser. C'est ça le risque qu'on a quand on met un peu d'humour, c'est de casser complètement le côté effrayant. Là non, c'est bienvenu, ça rythme un petit peu, mais ça ne casse jamais le côté la crainte qu'on peut avoir pour les personnages dans certaines situations. Tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, parler de crainte ou d'humour et d'horreur et de choses qui pourraient, on va dire, enlever le côté un petit peu horrifique, le jeu est visuellement très très beau. Il est mignon comme tout, il est superbe. Les couleurs. On a les petits modèles 3D qui sont vraiment très très chouettes, et on a des successions comme ça de plans 2D derrière, où on voit les arbres, les maisons qui ont l'air les arbres un peu dessinés à la main. Il est beau comme tout, il est très très joli, très très mignon, très agréable à parcourir. Il y a on fait un petit peu faire parfois des allers-retours pour rien, mais grosso modo, perso, j'ai vraiment pris aussi beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Puis moi j'ai bien aimé les thématiques qui sont abordées aussi. On en parlait parce que bon, évidemment le personnage principal a perdu son frère, donc on va avoir beaucoup de choses autour du deuil évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi la souffrance de base d'être adolescent et de se sentir incompris. Il y a les amitiés brisées qu'on a du mal à réparer. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Le sentiment d'abandon aussi, la difficulté de faire face aux aléas de la vie quand il se passe des choses dans sa famille, puisque Alex a un nouveau demi-frère, et on va voir que la relation va être un peu compliquée. Après, ça dépend comment on le joue. On peut faciliter les choses ou ne pas les faciliter. On nous laisse le choix là-dessus. Mais voilà, c'est vers qui est-ce qu'on se tourne quand on est dans des périodes difficiles. Le jeu nous laisse le choix, et je trouve que c'est fait assez finement sur les choix de dialogue. Donc ça prend jamais de gros sabots en fait. C'est un film. Je dis c'est un film. Non, c'est vrai, ouais. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu qui est émouvant pour ça, et qui nous implique vraiment en tant que joueur. Au bout d'un moment, on finit vraiment par s'identifier au personnage principal. Je vois qu'on arrive à l'heure, on arrive quasiment à l'heure. Alors je sais pas si ça donnera aussi 1 heure en version finale, en version montée. Mais nous on arrive à l'heure d'enregistrement. Du coup, c'est le moment de se quitter. Bien sûr, écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, et si on vous a donné des idées de choses à faire pour Halloween, c'est tant mieux, c'était le but de la manœuvre. On vous dit à très bientôt pour un épisode d'Inspiré de faits réels qui arrive prochainement, parce que oui, ça ne remplace pas l'épisode d'Inspiré de faits réels du mois. D'ici là, en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, @IFR Podcast sur Twitter, sur notre page Charles et Mathias sur Facebook. Vous pouvez évidemment toujours nous laisser des avis à droite, à gauche. Et il nous reste à vous dire d'ici là, peut-être, d'ici la prochaine fois, passez une excellente soirée d'Halloween. Joyeuse Halloween.